et qu'en fait, j'avais l'impression de plus rentrer dans ma vie. Et quelque part, je me suis dit, en fait, c'est hyper rassurant. Par contre, c'est pas confortable. Et donc, du coup, c'était aussi de dire, accepte l'inconfort. Parce que justement, l'inconfort, il te dit des choses. C'est fait, le 4e épisode. Nous avons eu la chance de recevoir Laureline Chopard qui est venue échanger avec nous sur son parcours de vie et ses déclics. Elle nous a partagé ses moments de vertige et de peur du vide qui l'ont conduit à prendre certains chemins qui la rapprochaient de plus en plus d'elle-même. Ouais, donc on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laureline. Bonjour Virginie, bonjour Suzanne. Bonjour, enchantée. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, on avait envie de commencer par une question qui était si une personne de ton entourage proche devait te présenter, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de toi en quelques mots? Alors déjà, il faut que j'ai la personne qui vienne. Courant d'air, c'est le mot qui me vient, c'est ma mère qui me définit comme ça, qui me dit, t'es un courant d'air, tu passes d'un endroit à l'autre tout le temps. C'est comme ça qu'elle m'a souvent appelée. Je l'ai plus ou moins bien vécu selon les moments. Donc, ouais, elle dirait courant d'air, intelligente, on dit souvent de moi. Je l'ai plus ou moins bien vécu aussi selon les moments, les étapes de ma vie. Libre, esprit libre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, par contre. J'aime bien qu'on me définisse comme ça, et ça me fait plaisir quand les gens me définissent comme ça, et je me reconnais. Voilà, les mots principaux qui viennent là tout de suite. Et là, donc si tu devais te présenter aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, juste là, maintenant, leur ligne, qui tu es ou comment tu voudrais te présenter là. Alors, je me présenterai comme une montagnarde qui est venue vivre en montagne par choix, il y a très longtemps de ça, qui est restée ancrée et qui a voulu, je vais dire j'ai voulu, parce que je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, bizarre. C'est un concept, c'est un concept. Appelons Lucchini. Non, et en fait, j'ai un chemin qui m'a amenée en même temps que je renonçais à des choses, j'ai gagné énormément d'autres choses. C'est un peu comme ça, je voudrais résumer. Et aujourd'hui, je vis en montagne, je passe beaucoup de temps dans la nature, j'aime me connecter aux gens. Je suis professeure de yoga et j'accompagne des gens qui sont sur des chemins de gestion de la douleur, de reconnexion à leur corps. Et ça me remplit vraiment. J'ai quitté des métiers qui étaient très sédentaires et qui faisaient beaucoup marcher ma tête, et aujourd'hui je fais plutôt marcher mon cœur, et ça me convient bien, et je poursuis aussi des convictions personnelles assez fortes, puisque je suis présidente d'une association qui s'appelle Protector Winters, qui est dans le monde entier, qui est aussi très présente en France, et donc l'idée est d'engager les amoureux d'outdoor et de montagne dans la lutte contre le réchauffement climatique, et donc de faire porter leur voix. Et c'est comme ça que je me définis aujourd'hui. Voilà. Et je te remercie. C'est super. Wow. Et le sujet de notre podcast, on va plonger dans le voie de sommet. Et la question, c'est, avec le podcast, c'est à quel moment tu as eu un déclic qui a changé ta vie? Alors, j'ai réfléchi un petit peu à la question, et en fait, il y en a plusieurs. Okay. Il y en a plusieurs. Alors, est-ce que tu peux nous emmener, peut-être on peut parler de 2 ou de 3, mais avant, tu vas dire c'était quoi, mais tu étais quel âge, tu étais où, pour mettre un peu le contexte. Le contexte. Tout à fait. Mon premier déclic, j'avais 19 ans. Je me rappelle très bien. Moi, j'étais une très bonne élève.
je faisais beaucoup de sport en compétition, j'ai fait 15 ans de gym, j'ai fait du ski acrobatique, puisqu'à l'époque on appelait ça du ski acrobatique et pas encore du ski freestyle comme aujourd'hui. Je faisais de la compétition, donc j'étais vraiment très axée sur la performance, je voulais être parfaite, j'étais bosseuse, et il y avait... et je faisais tout pour qu'il n'y ait pas de grains de sable dans ces rouages-là, en fait. Juste après ma classe prépa, donc j'ai fait une prépa HEC, et juste avant de rentrer en école de commerce, je me suis fait opérer d'un genou auquel je m'étais blessée en ski acrobatique. Et en fait, j'ai attrapé un staphylocoque à l'hôpital. Et quand je suis partie en centre de rééducation, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Et donc, en fait, j'ai fait une septicémie. Ah oui, donc, pas rien quoi. Voilà, et donc en fait les choses ont basculé en l'espace d'un mois, et je me suis retrouvée après sur un lit d'hôpital pendant 3 mois, et en fait sur le coup je me suis pas trop rendu compte de ce qui m'arrivait, et j'ai plutôt eu à gérer presque du stress post-traumatique en fait par rapport à ça. Alors j'ai eu assez peu de séquelles physiques, donc ça c'était bien. Par contre au niveau émotionnel, ça a été un point de bascule pour moi, parce que je me suis rendu compte que en fait mon corps avait envoyé des signaux de l'infection, et qu'en fait moi j'avais fait confiance aux médecins et aux gens qui m'entouraient, donc j'avais pas osé dire qu'en fait je savais que ça allait pas. Et tu le sentais dans ton corps, les signaux, voilà, tu dis tu l'as pas vu à posteriori. Et en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'en fait je savais que je m'étais pas écoutée, et qu'en fait je m'étais pas écoutée à tel point que ça avait mis ma vie en danger en fait. Et en fait, vraiment a posteriori, je l'ai vraiment identifié pour moi comme un moment de bascule, de dire non, en fait, il y a que toi qui es dans ton corps, et il y a que toi qui peux savoir si ça va ou si ça va pas. Et en fait, peut-être aussi parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu es très encadré, même quand tu es en classe préparatoire, tu es toujours très encadré, hyper encadré. Donc en fait, moi, j'avais l'impression à la fois d'être hyper autonome dans plein de trucs, alors qu'en fait, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels je manquais énormément de maturité. Oui, mais justement, des fois, le fait d'être encadré, c'est que tu remets ta responsabilité à l'extérieur, en fait. Parce que c'est ce qui te paraît être le plus c'était facile. En fait, j'avais jamais traversé ça, donc la question s'était jamais posée. Et en fait, mon corps, c'était un outil qui fonctionnait bien. Et puis en plus, quand tu fais de la gymnastique, tu vois que c'est vraiment, il y a la discipline, le corps, tu plies le corps à ta volonté, etc. Puis jusqu'ici, il avait toujours bien répondu. Et donc je pense aussi que pour moi, il y avait quelque chose d'un peu incompréhensible, de dire, en fait, ça répond plus, et je savais pas entendre ces signaux d'alerte-là, en fait. Et pour le coup, ça a été un premier déclic important, parce qu'après, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans des mouvements de changement de vie ou de prise de décision. C'est souvent le corps qui a parlé, en fait. Et où j'ai appris de plus en plus à l'écouter. Et de dire, ok, là, les choses sont peut-être pas à ta conscience, par contre, là, ton corps, il dit quelque chose, et en fait, il sait. Donc écoute-le, et écoute ce qui est en train de se passer, il y a sûrement quelque chose d'important pour toi. Alors c'est pas venu d'un claquement de doigts, mais par contre je me suis rendu compte qu'à chaque fois quelque part qu'il y avait eu des déclics ou des changements, c'est le corps qui avait parlé. Et tu as eu 19 ans quand ça s'était passé, donc je peux m'imaginer aussi avec le sport, le ski, pas le freestyle, mais c'était avant le ski ballet et le gym, donc, et aussi d'être une jeune. C'était comment pour toi quand tu savais, ok, c'était mon corps qui m'a dit quelque chose, mais j'ai écouté le médecin. C'était comment le processus? En fait, c'était la merde. Non, mais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis très bien remis, tout allait bien. J'ai fait mes 3 années d'école de commerce, et en fait, c'est quand j'ai terminé mon école de commerce où j'ai dit, là, j'ai besoin de temps, je vais prendre le temps de faire plus du ski pour moi, je vais chercher du boulot et tout. Et en fait, là, j'ai commencé à faire des attaques de panique, en fait. Et je savais pas du tout d'où ça venait, c'était incompréhensible pour moi. Et puis toi qui étais, comme tu dis, tout s'est passé, t'as passé stop-là, c'est ça, moi qui étais en plus dans le contrôle, voilà, ça se passait bien, tout était sous contrôle, et là, perte de contrôle totale. Et donc du coup, je me suis fait aider, en fait. J'ai vu un thérapeute qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait pour moi, déjà à gérer ces attaques de panique, à dire en fait tu ne vas pas mourir. Oui, je vois tout à fait ce que c'est. Et puis qui m'a aidé à comprendre en fait d'où elle venait. Et puis en fait comment réparer, comment apprendre à me faire confiance, puis aussi comment apprendre
à vivre avec le fait qu'on n'est pas toujours au top, que des fois on n'est pas bien, et en fait accueillir mes émotions et à les gérer. Ouais. Donc ça a été vraiment, pour le coup, ça a été la thérapie qui m'a aidée. Ouais. Je suis hyper reconnaissante déjà d'un moment de... Et pour le coup, là, c'est moi qui ai demandé à l'aide à un moment, en fait. C'est pas quelqu'un qui m'a dit tu devrais aller voir un psy. Parce que je me souviens que mon entourage était un peu désemparé aussi. Et c'est moi qui, à un moment, j'ai dit j'ai besoin d'aide. En fait, là, j'y arrive pas. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui m'aide. Et déjà, c'est beaucoup quand ton driver, c'est d'être parfaite et d'être forte. Ouais. C'était déjà, je pense qu'en fait, la première étape, déjà, c'était celle-là. Ouais. Et quand tu parles de déclic, donc tu dis, justement, il y a eu le avant, le après, c'est-à-dire l'intelligence, tout va bien, ça roule, etc. Et là, tu commences à percevoir les signes à percevoir les signes de mon corps. Et donc, en fait, il y a eu ça. Après, j'ai fait mon chemin, j'ai bossé. Et je travaillais à Grenoble à l'époque, en agence de communication. C'était en 2005, donc j'avais 28 ans. Et autre déclic un peu différent, et ce moment-là, je me souviens du moment exact, j'étais sur la rocade sud de Grenoble, dans les embouteillages, pour aller au travail, comme tous les matins, depuis 2 ans. Et en fait, j'étais à l'arrêt, et je me rappelle avoir regardé autour de moi, et il n'y avait que des gens tout seuls dans leur voiture, avec moi, toute seule dans ma voiture. Et en fait, je me suis dit, je ne veux plus ça dans ma vie. Ça n'est plus possible, ça doit changer. Et je suis allée au boulot avec ça. Je dis, super, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai dit, j'envoie des CV. Et en fait, moi, j'avais toujours eu cette envie de vivre en montagne. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure, mais moi, je rêvais de vivre à Bourg-Saint-Maurice. Ça surprend des gens, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à envoyer des CV un peu partout, un peu comme ça, à la volée. Il s'est pas passé grand-chose derrière, et puis en fait j'ai un peu repris ma vie comme ça. En oubliant le déclic dans la voiture. Voilà, c'était encore là, mais bon voilà. Et puis en fait un jour on m'a téléphoné, une dame qui m'a téléphoné de Mako, et qui m'a dit voilà, je vous appelle pour que vous puissiez venir passer l'entretien par rapport à un poste en marketing, etc. Et là je me dis mais je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez, en fait je n'ai pas postulé à aucun poste, je sais pas. Je ne parle pas savoyard. C'est un monsieur Chapuis qui m'a donné votre CV. Donc là, je me suis rappelé que c'était un monsieur qui était un ancien collègue de mon papa, qui lui avait fait passer mon CV, etc. Donc je lui ai dit, envoyez-moi l'annonce quand même. Elle m'a envoyé l'annonce. Et en fait, l'annonce, je l'ai trouvée nulle. Et je me rappelle, je me suis dit, non, mais je ne vais pas aller passer l'entretien, c'est loin et tout. Et en fait, j'ai dit non, je vais aller passer l'entretien parce que quand même, je dois ça à ce monsieur, etc. Donc en fait, je suis allée passer l'entretien. Et là, j'ai rencontré 2 personnes complètement dingues, qui étaient donc une qui travaillait aux Arcs et l'autre à La Plagne, qui m'ont dit mais en fait l'annonce elle est nulle. Nous on va te dire de quoi on a besoin. En fait, et en fait il y a eu un espèce de coup de foudre professionnel avec ces 2 personnes là. Et en fait le lendemain ils me faisaient une promesse d'embauche et 3 semaines plus tard je déménageais à Bourg-Saint-Maurice. Oh, génial, ça pour attaquer. Et à l'époque, c'était les débuts du téléphérique Vanoise Express, donc du lancement de la marque Paradis-Ski. Donc moi, c'était mon domaine d'expertise. Et c'est comme ça que j'ai changé alors pas vraiment changé de métier, puisque je venais d'agence de communication, mais en tout cas que j'ai déménagé de Grenoble et que je suis venue habiter ici. Et en fait, je me souviens, c'est que je m'étais beaucoup projetée, j'avais toujours un peu rêvé quand j'ai fini mon école de commerce, je me disais, mais moi, mon rêve, ce serait d'être directrice marketing des Arcs. C'était ça mon rêve. J'avais 22 ans, je me souviens que j'avais envoyé un CV que j'avais été refusé, puisque je n'avais aucune expérience. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je suis arrivée fin 2005 à Mako, et qu'en fait, 2 ans plus tard, en 2008, j'ai été recrutée pour être directrice marketing et commerciale aux Arcs, au sein de la Compagnie des Alpes. Et en fait, je me souviens de me dire, waouh, c'est ce dont je rêvais. Et en fait, je me souviens que j'y ai passé 5 ans, et je me souviens que c'était mieux que tout ce que j'avais imaginé. Et vraiment, je me suis éclatée. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai appris sur le terrain, et moi j'avais vraiment cette envie d'être au contact de ce qui se passait au plus proche du terrain, parce que moi ce qui me plaisait c'était la montagne en fait, c'était l'exploitation. Quand je suis arrivée sur Paradis-Ski, j'ai passé mon permis d'agent d'exploitation, des remontées mécaniques, parce que pour moi ça me semblait une évidence de dire en fait t'es obligé de savoir comment ça se passe, quoi. Tu peux pas vendre un truc si t'as pas les mains dedans. Et pareil, sur les Arcs, j'essayais vraiment d'aller comprendre, écouter ce qui se passait sur le terrain et de sortir de mon bureau, parce qu'en plus, c'était important pour moi d'être dehors. Et j'ai vécu 5 ans, super, en travaillant énormément.
Et du coup, en m'oubliant un peu aussi. Et au bout de 5 ans, enfin un peu entre la 4e et la 5e année, j'ai eu un gros coup dur perso. Euh, et je me souviens à ce moment-là d'une personne qui était une thérapeute qui m'a dit en fait, ce qui vous est arrivé, c'est. Il n'y a pas de. Voilà, ça passera, il n'y a pas de sujet. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il en sorte quelque chose de bon pour vous. Elle m'avait dit ce que je vous invite vraiment à creuser, c'est qu'est-ce qui doit sortir de ça pour vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Et je me souviens d'une espèce de prise de conscience à ce moment-là. Où je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux pour moi. Comme si, en fait, pendant 5 ans, j'avais donné toute la place à Madame la directrice marketing et commercial. Et celle-là, je savais très bien qui elle était. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Laureline, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Oui, puis quelque part, je sais même pas si elle vaut la peine. Il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais beaucoup construit autour de mon job, de avant ça, de mes diplômes, le fait d'être douée, d'être smart, de faire bien les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que je savais pas trop qui j'étais en fait. Et il y a eu une espèce de prise de conscience un peu vertigineuse parce qu'en fait, les moments et ça, c'est un déclic. Et en fait, la prise de conscience, elle est douloureuse. Je me souviens vraiment du vertige. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où en fait, quelque part, la voix de la Laureline qui était à l'intérieur et que j'avais enfermée depuis 5 ans, elle s'est mise à hurler, quoi. Et en fait, et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je parte parce que sinon, je vais mourir de l'intérieur, en fait. Et d'un coup, il y avait une espèce de sentiment d'urgence et un peu d'angoisse et je savais pas trop quoi en faire. Et là, j'ai eu vraiment une chance inestimable, c'est d'avoir un manager qui, en entretien annuel... voilà, au bout des 5 ans, on s'est dit, super, on est hyper contents, ça se passe très bien. Il m'a dit, tu sais, ça fait 5 ans que tu es là, donc la voie normale voudrait que tu évolues au sein du groupe Compagnie des Alpes. On fait partie d'un grand groupe, peut-être d'aller sur une autre station ou d'aller au siège du groupe, etc. Il m'a dit, tu as une autre option, c'est de rester ici. Moi, je serais ravie, tu te laisses vivre, tu es bien dans ce que tu fais. Puis il m'a dit, puis il y a une troisième option qui peut être de te remettre en danger et d'aller sur un projet personnel. Et il m'a dit, et moi je pense que ce serait très bien pour toi que tu le fasses et je t'aiderai. Et il m'a dit, dis-moi comment t'aider. C'est extra d'ouvrir la voie. Ah, mais c'est en fait, c'est pareil, quoi. C'est un cadeau qu'il m'a fait où il m'a dit, sûr. Mais en fait, moi voilà, je t'aiderai. Est-ce que c'est de temps dont tu as besoin est-ce que tu as besoin qu'on te fasse bosser, qu'on te file du boulot, etc. Et en fait, je me souviens, c'était en janvier cet entretien et on s'est dit, ok, on se laisse... jusqu'à la fin de l'été, donc ça nous laissait 8 mois. Il dit, tu laisses mûrir ça et on se dit qu'il faut qu'à la fin de l'été, tu sois parti. Et du coup, il va se passer des choses pendant ces 8 mois-là. Il y a des choses qui vont mûrir. Il m'a dit, si tu veux, on en reparle régulièrement ensemble, etc. Et en fait, ça m'a laissé la place, en fait. Et je me suis rendu compte que ce temps que j'avais a permis de déjà... commencer à lâcher prise sur ce sur quoi je travaillais et aussi peu à peu de démonter un certain nombre de peurs que j'avais. Moi, j'avais la peur de bosser en tant qu'indépendante, en fait. Pour moi, c'était mais là, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, c'est la sécurité, comment je vais faire pour aller trouver des clients? Et puis, voilà, moi, j'étais pas en couple, j'avais pas quelqu'un d'autre au sein du ménage avec moi, donc je me disais, tu peux reposer que sur toi-même, etc. Et en fait, j'ai eu vraiment la chance d'avoir aussi autour de moi pas mal d'amis qui sont à leur compte, parce qu'ici, on est dans une région où il y a beaucoup de gens qui travaillent en tant qu'indépendants, et avec qui j'ai pu échanger, et qui m'ont vraiment aidé en fait peu à peu à démonter mes peurs à démailloter en fait voilà, tes croyances et en fait à me rendre compte que le risque il était limité, c'est-à-dire en fait déjà si tu te mets à ton compte et que ça marche pas, tu iras retrouver du boulot, ça c'est pas si compliqué que ça, et de dire en fait tu fais aussi bien, enfin voilà, ça va bien se passer, c'est différent, etc. Et en fait peu à peu, au fur et à mesure que ça se projetait, j'arrivais à désamorcer des peurs. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir cet employeur qui m'a filé des contrats et qui m'a lancé, en fait, qui m'a donné des premiers contrats pour après, ce qui est aussi inestimable. C'est très bien. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là. Et donc, oui, après, tu as saisi la chance, si je peux me permettre, Laureline, tu as saisi la chance. Oui, en fait, quand lui m'a dit ce serait bien de partir, j'ai dit oui, en fait, ça résonnait, quoi. Et à la même temps, quand tu parles avec le déclic que tu as eu à 19 ans, et après avec le travail,
dans le trafic. Je ne sais pas comment les dire. embouteillages. Ouais, ça, c'est un mot très dur. C'est très dur à prononcer. Tu as l'air d'être une personne très passionnée, très sensible aussi. Tu sens beaucoup avec le peur, mais aussi la passion. Et tout ce que tu voudrais faire, c'était là. Et après, chaque fois, c'était une nouvelle étape de ta vie. Premier à sport, après de bosser, après ici. Moi, je manque pas d'envie et de projet. C'est un peu mon problème des fois. Et c'était aussi... Il y avait un enjeu pour moi, c'est de réussir à faire le tri, en fait, dans toutes les envies que j'avais. Et c'est vrai que, pour le coup, donc, quand j'ai quitté mon job à la Compagnie des Halles, donc c'était en 2013, et en fait, j'ai enchaîné tout de suite. Pour le coup, j'ai dit OK, donc j'ai commencé à faire du conseil sur des sujets plutôt marketing et commerciaux. Je savais faire, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir consolidé un gros réseau sur ce job pendant 5 ans. Donc en fait, j'ai pas eu trop à chercher de clients, ça s'est fait plutôt bien, c'était fluide. En même temps, je voulais avoir quelque chose qui marque pour moi en fait la rupture et la transition. Et en fait, un peu l'envie de me reformer, notamment sur les sujets digitaux. Puisqu'il semble aller de soi aujourd'hui, mais en 2013, ça allait un peu moins de soi. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas d'email. On démarrait à faire les choses à l'ordinateur, donc voilà, quand j'étais en prépa. Et du coup, je suis retournée me former en fait à l'Université de Columbia, à New York, pendant 2 ans, en formation continue. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière, c'est qu'en fait, j'étais à mon compte, j'avais mes clients. Et je me libérais du temps pour y aller, puisqu'en fait, c'était 2 mois par an. C'était le mois de mai, le mois de novembre qui était sur place. Et après, j'avais beaucoup de vidéos, de visio, etc. Pour te mettre au digital. Et donc, en fait, je gérais... Et en fait, New York, c'était le décalage horaire parfait, parce qu'avec 6 heures de décalage, je pouvais bosser hyper tôt le matin avec mes clients français. Et après, j'allais en cours. Il y avait un taux de change du dollar à l'époque qui était très intéressant. Donc, en fait, c'était presque plus intéressant d'aller étudier là-bas que d'étudier en France. Et moi, en fait, c'était quelque chose que je voulais, c'est que je voulais être dans un environnement international. Mais c'est totalement différent de passion pour la montagne, de savoir je voudrais habiter dans la montagne. New York. Et en fait, moi, New York, c'est une ville qui m'avait toujours fait rêver. Et je m'étais dit, en fait, c'est super, j'y suis 2 mois par an. Et donc, je me souviens, à l'époque, j'habitais à Montvenis, qui est un tout petit village dans la montée des Arcs. Et je me souviens, ça me faisait rire, c'est qu'en fait, je rentrais d'un mois à New York, donc qui est une ville étourdissante, qui ne dort jamais, où il y a du bruit tout le temps, où ça bouge tout le temps. Et je me souviens que je rentrais à Montvenis, où t'entends même pas, t'entends un oiseau de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Et en fait, j'adorais ce contraste. Et en fait, j'adorais être à New York parce que je savais que j'allais rentrer en montagne, en fait. Et j'en ai profité parce que je savais que j'allais pas y vivre, en fait. Et donc, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Et ça a été une période magique. Alors, j'ai énormément bossé parce que il fallait pouvoir faire les deux. Mais c'était aussi une période... je me souviens vraiment d'un sentiment d'ouverture aussi, de dire ça faisait 8 ans que j'étais quand même au fond de ma vallée sur mes problématiques sectorielles de la montagne, des stations de ski, et là je me suis retrouvée dans une promo où on n'était que 3 Européens avec des gens des Philippines, de Chine, d'Amérique du Sud qui avaient des parcours de vie complètement extraordinaires. Moi j'avais l'impression d'être nulle, quoi, que j'avais rien à raconter. J'ai fait Grenoble pour Saint-Maurice, c'est quand même... Et en fait, et c'est ça vraiment que je retiens, c'est plutôt au-delà même de ce qu'on nous racontait en cours, c'est vraiment l'ouverture et moi l'espèce de bouffée d'oxygène, en fait, de dire en fait il y a un monde en dehors de la vallée et des montagnes, et ça m'empêchait pas d'être très heureuse d'y rentrer, mais aussi de Qu'est-ce que tu as appris d'autres cultures, américains ou Amérique du Sud, comme tu dis, Philippins? En fait, énormément de tolérance. En fait, j'ai appris à écouter. J'ai appris vraiment à écouter parce qu'effectivement, pour le coup, c'était un truc où j'étais pas la première de la classe. Où du coup, je me sentais pas forcément à l'aise ou en position de contrôle. Et en fait, ça faisait du bien aussi. En plus, je faisais partie des plus jeunes, je crois, donc j'étais un peu la petite de la promo. Et en fait, je me souviens que c'était assez confortable, justement. Parce que moi, je ressentais peut-être moins de pression, de performance ou etc. Voilà, j'étais la petite, la junior. C'est ça aussi, c'est la pression que tu te mets, quoi. Bien sûr. Moi, je me suis toujours mis une pression énorme. Et du coup, c'était assez reposant pour ça. Et
Et après, moi, j'ai toujours beaucoup lu en anglais. J'avais une passion pour les langues à la base. Je voulais pas faire une prépa HEC, je voulais faire des langues. Et donc, du coup, c'était assez fluide pour moi d'apprendre d'autres. Et c'était surtout, le non-jugement, quoi. Le non-jugement et l'empathie. Se mettre à la place des autres, imaginer ce que l'autre vit. Imaginer où il en est, et se rendre compte que, en fait, souvent, quand tu as un problème avec lui, c'est pas toi le problème, c'est qu'il se passe des choses dans sa vie. Arrêter de se croire au centre de l'univers, en fait. Et puis quelque part, ça me fait penser à, tu vas me dire si je me trompe, mais souvent en communication, dans le secteur de la communication et du marketing, il y a beaucoup de suppositions, en fait, donc il y a un peu moins d'écoute, enfin c'est comme ça que je le vois, décidément, cette mouche. Et quelque part, là, quand tu dis ça, toi c'est un petit peu, je sors de ce secteur-là, toi qui te cherchais un petit peu, il y a moins de suppositions, tu dis il y a de l'écoute, et quelque part, là, tu rebascules dans une autre dimension. Oui, puis du coup, c'était aussi un changement de posture, d'une posture où tu es plutôt toi à propulser des choses vers l'extérieur, et là, d'être plutôt dans une posture réceptive, en fait. C'est-à-dire, je prends, je reçois ce qui est autour de moi, et donc c'est aussi c'est un autre mindset, et ça faisait du bien, en fait. Et oui, vraiment l'empathie, et c'est aussi ce qu'on nous apprenait pour le coup en cours, puisque moi je travaillais sur des sujets de conduite de l'innovation, entre autres, et sur toutes les approches user-centric, donc vraiment orientées utilisateur. Et en fait, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai ramené avec moi. Quand j'ai fini de me former, c'était en 2015, et où là, il y a eu un petit passage à vide où j'ai dit, bon, ok, t'as monté ta boîte, ça tourne, t'es allé à New York. Et un peu le vide et la petite peur du vide que je sentais arriver et dire waouh, c'est quoi le prochain truc, quoi. Et puis moi, du coup, peur du vide, allez, on va remplir avec un autre projet. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la personne qui m'avait succédé dans mon poste aux Arcs, qui était aussi, que je connaissais d'avant, qui était plutôt une amie, en fait m'a dit moi je suis un peu au bout et je pense que je vais partir. Et en fait, je lui ai dit écoute, moi tu sais quoi, j'ai plein de boulot, si tu sais pas quoi faire, viens bosser avec moi quelques mois, je te sous-traite des trucs, puis on verra bien. Et en fait, 5 mois plus tard, on s'est associés, et on a travaillé ensemble pendant 6 ans. Et ça a été une des plus belles aventures humaines que j'ai vécues. Je retiens assez... Enfin si, on a fait plein de trucs au niveau professionnel super, mais en fait, ce qui était super, c'est l'aventure qu'on a vécue toutes les deux, avant tout. Et ça a été mon binôme pendant 6 ans. Et on a vraiment développé notre truc, et on en a vraiment fait notre truc à nous. Et du coup, là, ça a été vraiment plutôt aller vers une démarche de création, de co-création, et pour le coup, aussi la découverte d'une liberté absolue, parce qu'en fait, des fois, on avait des idées, puis on avait beaucoup d'idées quand même. Et en fait, on se disait, si on a envie, on le fait. Ou si on n'a pas envie, on le fait pas. Ou les premiers renoncements, je me souviens d'une fois d'un client où on a arrêté la mission au milieu parce qu'en fait ça se passait pas bien du tout, et on s'est dit là en fait on arrête, on n'est pas obligé, personne nous oblige, et où en fait le client nous a même remercié en fait d'avoir arrêté, parce qu'il nous a dit oui en fait vous avez raison, moi ça me remet sur mes problématiques internes, et je me souviens quand on s'est autorisé à faire ça, et en fait on a vraiment découvert cette liberté-là, c'était super beau en fait, vraiment. Et c'est vrai que le fait d'être à deux est très aidant, ce qu'on vit avec Suzanne, c'est que c'est très aidant parce que justement, à des moments où tu es dans le contrôle, dans tes peurs, l'autre est là aussi pour te permettre de faire un pas de côté, et ça t'autorise, ça t'enlève aussi c'est inestimable. Du poids et de la responsabilité. Moi, j'aurais pas fait 10 ans à mon compte s'il n'y avait pas eu Anne. S'il n'y avait pas eu Anne, j'aurais arrêté en rentrant de New York, ou j'aurais peut-être fait encore 1 an. Et en fait, vraiment, ce qui a fait... Parce qu'en fait, c'est ce qui rendait le truc fun. C'est qu'on était toutes les deux et qu'on se marrait, et que aussi on s'est connecté à d'autres gens, parce qu'en fait c'est aussi ça qu'on te dit assez peu quand tu es à ton compte. On te dit tu vas être tout seul, etc. Alors oui, il y a de la solitude, c'est sûr, mais tu recrées aussi ton réseau de collaboration avec des gens, et qui est aussi redimensionnable, qui est à géométrie variable, et qui est très chouette. Et en fait c'est aussi ce que je retiens de cette période là, c'est les relations qu'on a nouées avec d'autres indep ou d'autres boîtes, et qui était vraiment très chouette. Et vraiment, les souvenirs qui viennent, alors voilà, il y a eu des moments durs, on a galéré, on s'est trompé, etc. Mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est
plutôt vraiment le sentiment de liberté qu'on avait, de dire c'est notre truc à nous et on fait ce qu'on veut, quoi. Et là, à ce moment-là, tu avais le sentiment justement de t'être trouvé par rapport à cette discussion que tu avais eue avec ton manager sur ok, qui je suis, de quoi j'ai envie. Alors j'avais l'impression d'avoir trouvé de la liberté, du fun. Et par contre, l'air de rien, j'avais pas vraiment changé de métier, je faisais un peu toujours la même chose. Alors même si on s'était, nous, de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, au bout de 6 ans, on faisait plus du tout de marketing, mais on faisait plutôt de l'accompagnement à la transition, mais aussi parce que nous, nos convictions personnelles s'étaient affûtées, affinées, qu'on s'était formé dessus. Et en fait, à la fin, on était usées toutes les deux. On était fatiguées, avec l'impression que peut-être ce qu'on faisait avait pas assez d'impact. Aussi, c'est ça, hein, quand tu travailles sur des sujets de transition et avec des convictions chevillées au corps, y a un des dangers, c'est l'épuisement, en fait. Et là, tu sentais cet épuisement? Ouais, justement. On sentait qu'on était fatiguées toutes les deux, et à la fois, je pense qu'il y avait la difficulté à se l'avouer l'une à l'autre, parce qu'on voulait pas s'abandonner l'une l'autre, en fait, parce qu'on avait ce lien très fort, et cette aventure à deux qui nous éclatait, et qui à la fois était en train un peu de nous cramer personnellement aussi. Et en fait, je me souviens du coup d'un autre déclic, puisque c'est le sujet. Voilà. Et en fait, on faisait avec Anne tous les ans une espèce de séminaire à deux, parce qu'on disait pourquoi pas. Et donc on partait toutes les deux de 3 jours pour parler de notre boîte, en fait, de la suite, etc. Oui. Voilà. Donc on adorait, on allait souvent à l'hôtel du Montanvert à Chamonix. Et là, cette fois-là, je me souviens, on est allé à Dormillouz. Dormillouz, c'est dans les Alpes du Sud, c'est un des seuls villages habités du parc des Écrins, et en fait on y va à pied. Fond au-dessus de l'Argentière, on se gare, on monte à pied, et on est allé passer 2 jours là-haut. C'était en fin de saison, c'était au mois d'avril en 2021, c'était il y a 4 ans. Et en fait on a commencé à faire nos plans, on avait une espèce de process où on écrivait une vision à 10 ans, puis on descendait à 5 ans, puis on descendait à 2 ans. Et puis là, en fait, on a écrit notre vision à 10 ans, puis en fait, à 10 ans, on se voyait plus du tout faire ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, on s'était dit, en fait, quand on avait monté la boîte, on s'était dit, on n'a pas envie d'être des vieilles consultantes fanées de 50 ans. Et c'était nos exacts mots. Et on disait, mais on n'a pas envie d'être les consultantes qu'on invite tout le temps dans les événements et qui rabâchent les trucs. Et que les gens dans la salle disent, oh non, encore elle va encore dire le même truc, on en a marre, etc. Et en fait, on s'était dit, non, mais nous, on sera pas ça. Et donc, en fait, on a commencé à écrire, puis on a reculé à 5 ans, on a dit, donc ça veut dire que dans 5 ans, on n'existe plus non plus. Et puis en fait, on a reculé à 2 ans, et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on arrête. Ah, wow. Donc, vous deux avez eu la clique à la même temps. Ouais, en fait, on s'est dit, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse autre chose. Et aussi parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait en fait aussi d'autres envies perso, qu'on ne savait pas lesquelles, mais qu'elles étaient importantes, et qu'il fallait qu'elles prennent le relais. Et par contre, ce qui a été super, c'est qu'on s'est laissé le temps. Et parce qu'en fait, on a décidé en avril 2021 et on a arrêté en février 2023. Ok. Donc on s'est laissé 2 ans. Je me rappelle, on cherchait une date, on a dit le leasing des voitures s'arrête fin 2022. Donc c'est une bonne date. Et aussi parce qu'on voulait prendre le temps de finir les choses, de bien les finir avec nos clients, de finir nos dossiers. D'avoir le temps aussi de se projeter peut-être dans autre chose. Anne, elle avait un petit garçon qui avait 2 ans à l'époque, donc aussi de dire et aussi c'était chouette de ne pas se presser en fait, et surtout moi je me suis dit très vite, en fait toi, c'est te connaissant, tu vas encore te jeter dans le premier projet venu. Donc en fait moi je me suis dit laisse du vide. Laisse du vide, justement ça va te faire sortir de ta zone de confort, et ce dont tu as besoin c'est vraiment du vide, et aussi pour t'autoriser à n'avoir aucune porte de fermée. Et avant tu as parlé aussi, tu as eu peur après New York, qu'est-ce que tu vas faire avec le travail, avec cette process et le 2 ans, laisse le vide. Est-ce que tu as eu de peur ou tu as eu plus de confiance à toi? Oui, j'ai eu plus de confiance peut-être parce qu'on était 2. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, je me laisse le temps, peut-être parce que j'étais prête aussi, psychologiquement, on mûrit aussi. Et en fait aussi parce que je me souviens, c'est qu'on a voulu fêter ça. Parce qu'on a dit, en fait, cette fin, elle n'est pas triste. La boîte, elle va très bien. En fait, on le décide. Et donc, du coup, on avait appelé ça la suicide party. On a fait une suicide party aux arcs. On avait invité tous nos clients.
les gens avec qui on avait bossé, des amis, parce qu'en fait pour nous il fallait célébrer ce moment-là. Et en fait je me souviens, c'était génial. C'était vraiment des très très beaux moments et après je me suis un peu effondrée physiquement pendant 2-3 mois, très fatiguée. J'avais prévu de partir en voyage justement pour me dire tiens voilà, en voyage, tu vas te réinventer, tu vas trouver toutes les solutions à ce dont tu as envie pour après, etc. Et au début, je voulais aller en vélo en Grèce. Puis en fait, au bout de 2 mois, je me suis dit, non, mais en fait, t'es crevée. Tu te remets encore dans un projet dur où il faut faire, etc. Et en fait, là, je me suis dit, ok, si t'avais aucune contrainte, aucune barrière, où est-ce que tu irais en voyage ? Et en fait, là, moi, il y a un pays dont je rêve depuis que j'ai 15 ans, qui est la Nouvelle-Zélande. Et en fait, je me suis dit, bah ok, je pars en Nouvelle-Zélande. J'avais quand même un gros complexe par rapport au bilan carbone de mon voyage. Et donc, je me suis dit, bah ok, si je pars, par contre, je pars longtemps. Ouais. Et donc, j'ai dit à tout le monde autour de moi que je partais 3 mois, alors qu'en fait, je savais très bien que j'allais partir plus longtemps. Et donc, en fait, je suis partie en septembre 2023. Et je suis partie 8 mois. Ah, wow. Et voilà, et j'ai vécu 8 mois complètement dingues. De déconstruction. S'il fallait résumer un peu ce voyage, c'est qu'en fait, je suis partie à l'autre bout de la Terre. J'ai laissé la saison dans laquelle je vivais parce que j'ai changé de saison, j'ai changé d'hémisphère, j'ai tout ce que je connaissais, ma langue, ma culture, mes amis. J'avais aucune affaire, j'avais un sac de 15 kilos. J'avais réservé une nuit d'hôtel en arrivant, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et en fait, cette espèce de dénuement, il a été vertigineux. Parce qu'en fait, une fois que tu enlèves en fait le vernis social de ta langue, ta culture, tes amis, l'endroit où tu vis, tes activités, même les architectures, en fait, là je me suis dit, qu'est-ce qui reste en fait ? Et en fait, c'est là où j'ai commencé à trouver les réponses à qu'est-ce qu'elle veut, Laureline, et qui elle est. En fait. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais tu pars toute seule, t'es partie toute seule. Je dis, non, en fait, je suis pas partie toute seule, je suis partie avec moi. En fait, je me suis trouvée là-bas, vraiment. Et moi, j'ai vraiment le souvenir mais j'étais toute seule, mais j'étais trop bien, parce qu'en fait, j'étais en compagnie de moi-même. Et je me souviens de moments d'euphorie pure, là-bas, où j'avais l'impression de flotter, d'être juste exactement là où je devais être, que tout était facile, léger, et parce qu'en fait, j'étais juste avec moi, et j'avais besoin de rien de plus, quoi. Et en fait, il y a un moment, quand je me suis retrouvée dans ces états-là, je me suis dit, je vais pas rentrer. Je voulais plus rentrer, parce qu'en plus, j'adorais là-bas. Je voulais plus rentrer. Et en fait, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que tu veux pas rentrer parce que tu es vraiment bien dans cet endroit et tu veux y vivre, ou est-ce que c'est parce que tu as peur de perdre l'état dans lequel tu te sens ? Et en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est cet état-là que j'ai envie de garder. Et en fait, je me suis dit, c'est pas parce que tu restes ici que cet état-là, il va rester. Et même, je me suis dit, en fait, j'ai envie de rentrer avec ça. Et de voir comment ça transforme ma vie. Et surtout parce qu'en fait, j'aime l'endroit où je vis. En fait, je suis très heureuse ici, en Tarentaise, je suis heureuse en montagne. Et en fait, je me dis, mais ce qui va être génial, c'est de rentrer avec ça et de voir comment ça transforme ta vie. Et comment ça a transformé ta vie ici ? Et en fait, je suis rentrée en pensant que tout était réglé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail, il commence quand on revient de voyage. Et en fait, je suis rentrée et j'avais l'impression que plus rien n'était familier. Déjà même les paysages, l'architecture, la langue. C'était tout changé. Ouais, c'est que c'était pas familier. Okay. Et en fait, je me souviens que mes habits, j'avais l'impression que c'était pas mes habits. J'ai retrouvé mes affaires et j'avais pas envie de les mettre. Je me souviens quand je suis rentrée, j'ai remis mon pantalon de voyage et mon pull de voyage parce que c'était les seuls habits dans lesquels j'étais bien. Et avec une impression que j'étais étrangère à ma vie, en fait. Et c'était hyper perturbant. Et puis en plus, il y a l'entourage qui te ramène à quelque chose de qui tu étais, de ce qu'ils avaient perçu de toi quand tu es partie. Donc quelque part, là tu te reprends ça en fait, tu vois dans le regard qu'ils te voient comme celle que tu étais avant, sauf que tu n'es plus la même. Et c'est quoi en fait, de se sentir... il y avait ça, moi, l'impression que j'avais fait un tel voyage intérieur, dans tous les sens du terme, en fait. Donc moi, j'avais suivi une trajectoire que les gens ici avaient aussi suivi leur propre trajectoire. Complètement. Et qu'en fait, j'avais l'impression de plus rentrer dans ma vie. Et en fait, quelque part, je me suis dit, en fait, c'est hyper rassurant.
Par contre, c'est pas confortable. Et donc, du coup, c'était aussi de dire, accepte l'inconfort. Parce que justement, l'inconfort, il te dit des choses. Oui. Et justement, ça va être ton guide d'aller vers ce qui est plus confortable. Et y compris, en fait, d'enlever les relations qui sont plus confortables, d'enlever les contraintes qui sont plus confortables. Et de dire, en fait, ce qui doit te guider, c'est ce sentiment d'ancrage et d'alignement que tu as eu là-bas et auquel tu peux te reconnecter à n'importe quel moment parce qu'il est en toi et de se laisser guider par ça. Et en fait, c'est aussi accepter que ça prend des étapes et que ça prend du temps. Enfin, je sens que j'y suis pas encore, en fait, que je suis encore en chemin. Et par contre, je suis hyper OK avec ça et ça fait du bien même de pas être obligée d'aller vite, en fait. Ce qui est un gros changement pour moi, qui est toujours voulu dire il faut faire bam, 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 réussir, pouf, pouf, un projet, etc. Et en fait, là, voilà, je suis en train de poser des petits jalons, c'est en train de s'aligner et en fait, ça prend du temps et c'est génial. Est-ce qu'on peut dire c'est l'acceptation de disconfort, mais aussi de trouver et de rester à qui tu es, le projet un peu? Oui, en fait, c'est ça. Et c'est surtout, une fois que moi, je me suis mis au clair sur qu'est-ce qui était important pour moi, c'était pas un projet ou un travail ou une maison ou un lieu de vie. Je me suis dit non, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir passer du temps dehors, c'est de pouvoir sentir que mon corps il est en mouvement, que je suis pas assise toute la journée, c'est pouvoir rencontrer des personnes nouvelles, c'est pouvoir mettre de la créativité dans ce que je fais au quotidien. Et en fait, si c'est ça les critères, en fait, les possibilités, elles sont infinies. Et en fait, c'est là où tu deviens libre, en fait. Parce que tu n'es plus dans le carcan d'un projet ou d'une projection ou de ce qu'il faut faire. C'est juste de dire non, en fait, moi, je veux que ma vie soit comme ça et je vais vers ce qui va faire que ma vie est comme ça. Et quelque part, c'est hyper libérateur et c'est beaucoup plus léger. Ça me fait penser tellement, parce que quand tu disais t'es vue comme une personne libre, et effectivement, moi, quand je t'ai connue au tout début, je te sentais hyper libre, mais dans ton esprit, par rapport justement à ta façon de penser, par rapport à ta connaissance, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je te sens beaucoup plus libre, vraiment, en fait, dans ton être, en fait. Et souvent, en fait, on fait on a l'impression que les gens sont libres et ils vont chercher de la liberté par le voyage, par des choses, etc., en faisant. Et sauf que cette liberté, tu la trouves que à l'intérieur de toi. Et c'est qu'après, quand tu t'es, comme tu dis, démuni du matériel, certes, mais de tes peurs et de tout ce qui est entravé, en fait, à cette liberté. Et en fait, des fois, tu as besoin de partir. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de partir à l'autre bout de la terre. C'est que c'était le plus loin possible. Et d'expérimenter aussi le dénuement et le dépouillement, parce qu'en fait je suis partie avec rien. Là-bas j'avais une voiture, je dormais dans ma caisse, et aussi en fait expérimenter ça désamorce les peurs sur l'insécurité financière qui est une des grosses peurs quand tu veux changer de vie, que tu sois seule ou en famille ou etc. Et en fait dans tous les cas c'est faisable, en fait je crois que ça c'est important de se le dire. Et en fait, c'est aussi de se dire, mais en fait, on peut vivre avec très peu de choses. Et ça enlève aussi les besoins qu'on se crée ou que la société crée autour de nous. Et c'est quand même une réalité, c'est qu'on peut quand même vivre avec bien moins que ce qu'on a ou que ce qu'on nous fait croire qu'on devrait avoir. Complètement. Et ça aussi, en fait, ça désamorce les peurs. Dire, mais en fait, je peux vivre avec 2 t-shirts pendant 1 an, quoi. Enfin, je peux faire du troc, je peux bosser un peu. Et puis, pour le coup, en tout cas, quand il y a des régions où il y a du travail. Voilà, ici, il y a du travail. Moi, cet hiver, j'ai été pâtissière et prof de yoga. L'été dernier, je bossais en restauration. Et j'ai aucun problème avec ça, en fait. Et il y a des gens qui me connaissaient peut-être comme madame la directrice avant, qui ont été très surpris de me voir derrière le comptoir de la boulangerie. Mais en fait, moi, ça me fait presque rire, en fait. Parce que souvent, les réactions en face... c'est un miroir pour les gens, en fait. Et c'est plutôt l'inconfort, c'est le leur. En fait. Si t'es ok avec ça, effectivement. Et en fait, moi, je suis tellement à l'aise avec ça que des fois, les remarques des gens ou les feedbacks me glissent un peu dessus parce qu'en fait, moi, je suis hyper au clair. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis plus où j'étais. Et je suis hyper heureuse avec ça. Et en fait, quelque part, des fois, les remarques ou le jugement, entre guillemets, des gens, il leur appartient. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu... Pardon, excuse-moi, Suzanne. Il y avait un peu ce côté de parents. Je vois très bien mon père me dire ça. Ça pourrait dire, tu te gâches.
tu gâches en fait Oui. ton Alors ce qui est marrant, c'est que moi, mes intelligence. parents ne m'ont jamais dit. Non, mais Parce que tu vois, ça par va contre, être- il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, on me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit, c'est du gâchis quand même. Alors c'est du On c'est m'a ça. dit, c'est dommage. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah mais là, tu vois, ce que tu fais cet hiver, c'est dommage. Et je me souviens de lui avoir dit, bah moi, je trouve que c'est courageux. Ouais. C'est pas dommage, en fait. Oui. Mais Mais c'est toi qui trouves que c'est dommage, mais moi, je trouve ça Ouais. courageux. Et en fait, c'est important, justement, Enfin, pour moi, vraiment, l'important, c'est être ancré, se faire confiance. Écouter, en fait on sait, et quand on arrive c'est laisser la place en fait pour pouvoir écouter ce qui est en soi, parce qu'en fait on sait, et on sait ce qui est bon pour soi. Je pense que le sage intérieur, il est chacun là en soi, et par contre c'est à un moment de dire je coupe le bruit extérieur, et des fois ça suppose de partir à l'autre bout de la terre, des fois ça suppose de quitter son job, des fois voilà, ou des fois on arrive à le faire, on a l'environnement pour le faire, mais c'est vraiment le silence intérieur qui permet de se mettre à l'écoute, et après on sait, et en fait une fois que tu as réussi à te connecter à ça, Mais je pense que ça, c'était comme tu as commencé avec le début, le premier déclic, d'être le meilleur dans la classe, comme tout le monde a prévu, avec le sport et tout. Après, c'était le voyage, qui je suis et qu'est-ce que je voudrais faire. Et c'est super d'avoir une carrière, mais c'est pas du tout la cas pour monter. C'est de savoir qui tu es. Ça, c'est, Et quels sont tes besoins? Parce que le côté, tu te gâches, mais tu gâches pour qui en fait? Tu vis pour ça. Les autres en fait, pour inventer quelque chose. Personne n'attend rien en fait. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé qui était en fait, les gens ils t'aiment pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Donc c'est arrêter de croire qu'on doit faire. Au-delà d'être aimé, c'est être aimé même à ses propres yeux. Hein, parce que moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de dire si je ne fais pas et si je n'accomplis pas des choses, je n'existe pas en fait, je ne suis rien, je suis pas valable, je suis pas digne d'eux. Plein de trucs. Et en fait, pour moi, il y a eu vraiment une espèce de mantra, je me souviens, que je me répétais souvent en Nouvelle-Zélande, qui était dire, mais en fait, tu es assez. Et je me souviens, avant de partir, j'ai écrit, j'ai écrit tous les trucs que j'avais envie de laisser là-bas. En fait, de dire, ok, qu'est-ce que tu laisses là-bas, qu'est-ce que tu ramènes. Et je me souviens, j'avais écrit, je laisse là-bas The Girl Who Is Never Enough, donc celle qui n'est jamais assez, en fait. Ça me parle vraiment, ça. Et de dire, bah non, en fait, celle-là, elle reste là-bas. Donc, tu as écrire et parler à toi de vraiment... J'ai énormément... Parce que quand tu voyages tout seul, tu te parles beaucoup. C'est ça. Tu deviens un peu schizophrène. Je me suis parlé, je me suis écrit énormément. J'ai dansé des choses, j'ai libéré dans le corps. Et en fait, c'est aussi là où tu trouves une vraie liberté, en tout cas dans le voyage, ou d'expérimenter des choses seul. C'est de s'autoriser, en fait. Des trucs que peut-être si tu étais avec quelqu'un d'autre qui ne comprendrait pas ce qui se passe, puis qu'en fait, des choses qui sont de l'ordre de l'intime, en fait, et qui doivent être expérimentées seul. Et puis le yoga aussi t'aide peut-être aussi à ancrer dans ton corps des choses... moi, le yoga m'a permis de me mettre à l'écoute de mon corps de manière bienveillante, en fait, et d'en faire un ami, ou de comprendre qu'en fait mon corps était mon ami, c'était ma maison, et qu'il me voulait du bien, et que donc même quand il flanchait, c'était pas pour m'emmerder ou pour m'empêcher de faire des choses, c'était qu'il avait des choses à me dire, en fait. Complètement. Et que moi je l'écoutais, plus il parlait fort et plus il criait fort. Et en fait, moi le premier clash ça a été à 19 ans, où il est allé jusqu'à me dire, bah là si ça continue on va crever, en fait, donc faut que ça s'arrête. Et là, après, hop, crise d'angoisse. Mais finalement, tu continues, la vie te happe. Et puis, comme tu dis, il y a des rêves très mentales. Finalement, d'être directrice marketing sur Ozark, c'est très mental, tout ça. Et je trouve ça extra, en fait, que tu aies pu avoir sur ton chemin des gens, des rencontres qui t'ont ouvert des portes. Parce que vraiment, ce côté, j'ouvre une porte, notamment de ton manager, des fois, c'est une rencontre, un mot, quelque chose que tu lis, d'un futur que tu n'as même pas envisagé. Ou alors tu l'as... C'est la personne qui voit en toi ce que toi tu vois pas encore, mais qui le voit avec bienveillance, en fait. Exactement. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que... Ça a énormément de valeur. Ah ouais, ça c'est possible. C'est trop chouette. Donc, et puis après, Et en fait, tout le chemin, il est beau. Enfin, tu vois, moi, je regrette aucune des étapes que j'ai vécues, parce que
Enfin voilà, je vous l'ai dit, pendant 5 ans aux arts, je me suis éclatée, c'était génial. J'ai appris plein de trucs, j'ai découvert des gens fabuleux. Enfin, c'était... Voilà, j'ai aucun regret de ça en fait. Oui, et puis c'est ce qui fait que... ce qui aurait été compliqué, ça aurait été un moment de continuer alors que c'était plus la bonne chose pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes, puis d'écouter ce qu'ils me disaient aussi. Et après, c'est aussi voilà, d'accepter aussi que c'est un chemin. Et que en fait... moi, je pense qu'on change de vie en plusieurs fois et qu'on change plusieurs fois de vie. Et je trouve, moi, il y a quelque chose qui me rassure dans le fait qu'on puisse avoir plusieurs vies, en fait. Des gens que ça a fait flipper, moi, je trouve ça rassurant. Après, voilà, oser, en tout cas, aller prendre un autre chemin, expérimenter. Comme tu dis, tu as expérimenté, sans pour autant que ça soit... c'était pas forcément confortable, mais en tout cas, tu as expérimenté pour aller vers quelque chose de plus agréable. Oui, puis tu vois, des fois, on dit bifurquer, changer de voie. Et en fait, des fois, pour changer de voie, il faut d'abord s'arrêter et descendre de la bagnole. En fait, aussi. Et c'est aussi des fois accepter de dire, en fait, parce que moi, des fois, pour en avoir parlé avec des gens qui auraient envie, des fois, de quitter le métier où ils sont ou de changer de vie, c'est dire, oui, mais tu vois, j'ai pas encore le truc d'après, et comment je vais faire pour passer au truc d'après. Et en fait, mais pour moi, des fois, quand tu es dans des carrières, dans des jobs, dans des vies où t'as des enfants, t'as un foyer à gérer, enfin c'est quand même bien, tu peux être très occupé, mais t'as pas la place pour penser au coup d'après, en fait. C'est pas possible. Ou alors tu vas y aller par l'urgence, par un driver qui est un driver de peur, en fait. Mais complètement. Et du coup, et ça c'est hyper dur des fois à accepter, en fait, pour les gens de dire non, en fait c'est le vide, hein, voilà. Et en fait c'est pas le vide, mais c'est... Oui, enfin je trouve que la métaphore, descendre de la bagnole, s'arrêter, et ok, on va où maintenant ? Complètement. Okay. Et tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Et pas une voie, j'y vais. Et aussi vraiment sentir la cœur. Mais ça, c'est dur, surtout dans un monde qui n'arrête pas. Donc, et puis, dans sentir son cœur, il y a ce côté aussi où notre corps, physiologiquement, on est des êtres... qui on va se protéger de quelque chose qui est inconfortable ou qui fait peur. Donc notre corps, les crises d'angoisse, etc. sont une réaction aussi pour dire ton cœur bat, oh là là, mince, c'est pas bien. Et en fait, c'est de dire, mais en fait, ça, c'est des signaux qui disent juste que c'est important. Voilà. Qui disent pas forcément qu'il y a du danger. Et c'est ça, souvent, qu'on disent qu'il se passe quelque chose d'important. On se trompe. Et donc, il faut y apporter toute l'attention. Et ça veut dire qu'il faut justement y mettre de l'énergie, y mettre de la douceur, de la bienveillance pour soi. Et complètement. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante. Je pense que ça, c'est un bon film avec la chose le plus importante. Et on a une dernière question. Donc, bon, je sais que tu aimes bien les cartes. Donc, soit tu fais le hasard, soit tu les choisis. Non, je fais le hasard. Voilà, choisis une petite carte. Tiens, une carte, celle-là. Celle-ci. Voilà. Je montre à la caméra, je viens de tirer l'amour. Voilà. Oui, et l'amour, et en fait, le plus important, c'est l'amour de soi. Et c'est en s'aimant inconditionnellement qu'on peut se permettre et s'autoriser à vouloir des choses, à s'autoriser à être digne de les recevoir. Et voilà, c'est tout. Très bien. Merci, Laureline.